Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dialogue littéraire. Nous sommes à Landerneau, à la galerie de Rohan, qui expose jusqu'au 4 novembre une série de paysages par François Dilasserre. Artiste originaire de Lesneven et disparu en 2012, François Dilasserre peignait depuis son atelier à Brignogan, où les paysages sont rapidement devenus un thème essentiel à son travail. Les toiles exposées dans la galerie proviennent en partie de cet atelier. Elles témoignent du processus créatif jusque dans le choix des titres des tableaux, comme un éloge poétique au rivage de son pays. Dans cette émission, vous retrouverez Marion à la librairie Dialogue au rayon Sciences humaines pour la rentrée des essais et ses coups de cœur. Vous écouterez également l'interview de François Roux par Marie à propos de son roman Fracking, le roman français le plus américain de cette rentrée. Vous pourrez retrouver également l'interview de Julia Kerninon au micro d'Élise pour son nouveau roman Ma dévotion. Julia Kerninon est une écrivaine nantaise qui compte parmi les plumes les plus prometteuses du moment. Son nouveau roman, Ma dévotion, publié aux éditions du Rouergue, est une lecture nécessaire de cette rentrée. Retrouvez-la au micro d'Élise. Bonsoir Julia Kerninon et merci de votre venue à la librairie Dialogue. Vous venez ce soir de nous présenter votre dernier roman, Ma dévotion, paru en août dernier aux éditions du Rouergue. Un roman intense dans lequel vous nous racontez l'histoire d'un duo, Hélène et Franck. Au détour d'un trottoir à Londres, alors âgé de 80 ans, Hélène croise Franck, ils ne se sont pas vus depuis 23 ans. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire comment est né ce roman ? C'est un roman qui est né de deux envies distinctes. La première, c'était que ça fait très longtemps que je veux faire un livre sur la peinture. Moi, j'y connais rien à la peinture, je ne la pratique pas, mais j'adore lire des livres écrits par des peintres. J'aime lire les interviews de Francis Bacon, j'aime lire le journal intime d'Andy Warhol. Et ça s'est un peu carambolé avec quelque chose qui n'avait rien à voir. C'est que j'ai commencé à écrire un tout petit texte de très mauvaise facture sur mon meilleur ami à moi. Tout d'un coup, je me suis dit, si, je vais vraiment faire la vie d'un peintre, mais elle va être racontée par sa meilleure amie. Et on dit souvent sur les artistes que leurs épouses savent des choses que personne ne sait, ou que leurs femmes de ménage savent des choses que personne ne sait. Et Hélène, elle est un peu exactement ça. Elle est la meilleure amie, donc elle est moitié épouse, moitié femme de ménage. Et c'est ce mix-là qui a fait le livre. Est-ce que vous pourriez nous présenter très rapidement, en quelques mots, ces deux personnages ? Franck, c'est un insouciant. Parce qu'on pourrait penser quand on lit le livre que je le considère comme un coupable. Mais en fait, il est très innocent pour moi. Il est très insouciant, il est très hédoniste, il est très jouisseur. On ne peut pas dire qu'il manque de générosité, mais en tout cas, il se demande d'abord ce qui est bon pour lui avant de se demander si c'est bon pour les autres. Il ne passe pas sa journée à se demander comment il pourrait aider son prochain. Hélène, ce n'est pas une mauvaise personne, mais elle a un tempérament beaucoup plus difficile. Hélène, elle se définit par sa discrétion, bien sûr, elle a ce côté petite souris, mais elle se définit aussi beaucoup par sa sévérité et son grand besoin de contrôle. Hélène, elle veut qu'on lui rende ce qu'elle a donné. Elle veut décider elle-même pourquoi on l'aimera. Elle veut que tout le monde ait le même avis sur ce qu'elle fait, que la vie qu'elle-même porte dessus. Et donc, d'une certaine façon, elle considère que si elle se comporte bien selon ses propres critères, les gens sont obligés de l'aimer. Et donc l'idée, c'était que... Mais c'est une de mes phrases, pas préférées, mais une des phrases que je trouve la plus importante dans le livre, qui est la clé. C'est Hélène qui dit à Franck, au fond, nos tempéraments, comme les tableaux que tu peignais et dont l'image se révélait petit à petit, nos tempéraments portaient en eux dès le début ce qui allait causer notre chute. Et pour moi, c'est vraiment ça. En fait, aucun d'entre eux n'a une personnalité toxique. C'est juste que ça sera toujours un malentendu parce qu'ils ne considèrent pas la vie pareille. Alors après, ils vont se rencontrer en Italie alors qu'ils sont adolescents, puis partiront vivre à Amsterdam. Après quelques années de vie commune, donc Franck se met à la peinture et acquiert une certaine notoriété. Pour reprendre l'un de vos termes, en quoi Hélène a-t-elle été pour lui un élévateur social, comme elle sera qualifiée par la suite Au fond, pour moi, elle a été un élévateur social pour lui de la façon dont toutes les femmes le sont pour un homme ou pour plusieurs hommes. Hélène, elle a géré pour lui tout ce qui est de l'ordre du terre-à-terre, tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Personne, au fond, n'a envie de faire la vaisselle et le ménage et les courses et de se demander et d'anticiper les choses. Et je sais bien que les êtres humains sont très différents partout, mais c'est quand même une tendance, et de nos sociétés occidentales notamment, où les femmes se dévouent à leur insu aux hommes. Et moi, je me demande pourquoi elle fait ça, et pourquoi les femmes font ça de manière générale. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'après des années et des années de vie commune, ces deux meilleurs amis, est-ce qu'un jour, ils parviendront à se comprendre l'un et l'autre ? On ne peut pas dire non plus qu'ils ne se comprennent pas du tout, parce qu'il y a une fraternité entre eux, c'est ça qui est intéressant. Là, pour eux, en gros, ça va être le couple le plus long de toute leur vie. Donc, c'est forcément une relation extrêmement
riche. Au fond, à la fin du livre, moi je pense qu'ils se comprennent complètement. Ils se seraient compris avant si elle l'avait parlé avant. C'est un truc très dangereux que fait Hélène de garder le silence aussi longtemps sur ses sentiments. On ne peut pas espérer que les gens devinent ce qu'on ressent. C'est pas possible. François Roux est apprécié des libraires. C'est un raconteur d'histoires. Nous avions notamment beaucoup aimé Le Bonheur national brut. Cette fois-ci, il nous passionne grâce à une introspection fracassante du Dakota en période électorale. Écoutez-le, interviewé par Marie. Alors François Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci de m'accueillir. Nous vous accueillons avec grand plaisir aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre nouveau roman, Fracking, paru aux éditions Albin Michel. On découvre les États-Unis dans une situation de rupture au sein de ces communautés, mais aussi entre la nature et l'industrie. L'action se déroule au moment où Donald Trump et Hillary Clinton sont en campagne pour le second tour des élections présidentielles américaines. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman? Moi, je vis aux États-Unis en fait depuis 3 ans. Donc, je suis arrivé au moment où, effectivement, comme vous le disiez, c'était pas Hillary et Trump, c'était l'année qui précédait l'élection, c'est-à-dire que c'était les primaires de chaque côté, républicaine et démocrate. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, Trump a été élu. Et ça m'intéressait de comprendre un peu ce qui s'était passé dans cette Amérique que je connais un peu, mais que je connais assez mal finalement, parce que c'est un pays qui est très compliqué. Donc moi, mon livre parle de 3 familles. Une famille d'agriculteurs qui va avoir tout d'un coup arriver plein de puits de pétrole, parce qu'en fait, dans ces états-là, on peut posséder une exploitation, mais pas posséder les droits du sous-sol. Donc leurs anciens amis ont vendu leurs droits à des compagnies pétrolières. Une autre famille qui est une famille beaucoup plus conservatrice, dont le fils est ouvrier du pétrole, dont le père, très républicain, façon Trump, va se présenter aux élections. Et il y a une 3e famille, qui est la famille donc, qui a vendu le droit de son sous-sol et qui s'est enrichie et qui le vit très très mal finalement. Donc finalement, ce fracking, c'est à la fois le symbole de cette croissance américaine et finalement des ruptures que ça peut créer au sein des communautés. Ben c'est ça, le fracking, c'est la fracture, mais c'est la fracture de la terre, c'est la fracture chez les gens, parce que c'est quand même un problème environnemental très important. Donc j'observe ça, mais j'observe aussi les impacts que ça a sur les gens. Comment est-ce que les gens se battent pour arriver à vivre dignement, continuer à vivre dignement sur un territoire, même s'ils s'opposent de manière très violente à des gens qui sont 1000 fois plus gros qu'eux. Et puis effectivement, c'est la fracture entre des amis, c'est la fracture aussi parce qu'il y a une relation amoureuse très forte entre, c'est pas Roméo et Juliette, mais entre quelqu'un qui est d'un côté et quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc c'est tout ça qui se mélange dans ce... Et justement, le fracking, ça me semblait un exemple extraordinaire pour parler de l'Amérique moderne. L'Amérique est en train de devenir une autre Amérique. Et on est au cœur de ce qui se joue vraiment aux États-Unis en ce moment. L'environnement, cet isolement aussi, de plus en plus grand des Américains. Parce qu'en devenant indépendants énergétiquement, ils s'isolent aussi. Justement, on vous décrit souvent comme le chroniqueur de votre époque. Donc, vous l'avez un peu effleuré juste là. Vous avez mené une véritable enquête pour écrire ce roman. Est-ce que vous pouvez un peu nous révéler vos méthodes et vos sources? Grosso modo, j'ai rencontré des agriculteurs, donc qui étaient directement impliqués par la technologie. J'ai rencontré des syndicats aussi, et puis j'ai rencontré quelques ouvriers du pétrole. Toutes ces histoires, c'est quand même des histoires de territoire en fait. Donc on voit bien que tout ça, c'est des histoires d'endroits où les gens ont envie d'être heureux et de vivre dignement, et ça me paraissait très, très typique aussi de la manière dont l'écologie est pensée maintenant aussi. De retour à la librairie Dialogue, nous retrouvons Marion qui va nous présenter sa rentrée des essais au rayon sciences humaines de la librairie. Bonjour Marion. Bonjour. Tu nous présentes ton premier coup de cœur?
Alors le premier livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est le livre qui s'intitule Njinga, Reine guerrière. Donc c'est un livre qui vient de paraître aux éditions de la Découverte et qui a été écrit par Linda Heywood. C'est l'histoire d'une reine guerrière africaine qui a vécu au XVIIe siècle. Elle est née dans une partie de l'Angola. Seulement quand elle arrive au pouvoir, son père a déjà perdu une partie de son royaume au profit des Portugais, les colons qui sont là. Et elle ne veut pas que ça continue, elle veut coûte que coûte préserver l'indépendance de son pays. Et pour cela, elle va autant user de diplomatie que de faire la guerre elle-même. C'est une femme complexe, une femme de son époque, et qui n'hésite pas à tous les sacrifices pour l'indépendance de son pays et pour son indépendance à elle. Alors une femme de son époque, mais une femme assez incroyable. Voilà, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter ton deuxième coup de cœur, Marion? Oui, alors mon deuxième coup de cœur, c'est mon vrai coup de cœur de la rentrée. C'est le livre de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, l'impuissance invaincue des femmes, et qui vient d'être publié aux éditions Zone. Avec la Renaissance, l'humanisme, il y a eu une sorte de souffle d'indépendance sur toute l'Europe. Et quand les hommes ont compris que les femmes aussi, elles, voyaient un intérêt dans cette indépendance, ils ont essayé de contrecarrer au maximum ces désirs de liberté. Et pour ça, ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire la chasse aux sorcières. Donc la chasse aux sorcières, il faut savoir que c'est la chasse de la femme seule, veuve notamment, enfin en tout cas à l'époque, de la femme qui est indépendante, qui n'a pas besoin d'homme en fait. Et ça montre vraiment comment un épisode de l'histoire a complètement bousculé jusqu'à aujourd'hui la société, et notamment la place des femmes dans la société. Très bien. Et ton dernier coup de cœur, Marion? Alors mon dernier coup de cœur, c'est pas franchement une nouveauté, mais c'est la parution poche de la trilogie de Charlotte Delbo, donc qui s'appelle Auschwitz et après, qui est à mon sens le plus touchant, le plus bouleversant texte qui ait jamais été écrit sur la littérature concentrationnaire, notamment de par la langue, qui est absolument magnifique, qui est simple, juste, mais qui est bouleversante, touchante, qui vous fait éprouver en même temps qu'elle les douleurs, vraiment l'émotion physique qu'on ressent lors de l'appel qui est douloureux, lors de la soif qui est très prégnante. À tous les professeurs du secondaire, maintenant que le prix est abordable, faites-le découvrir à tous vos élèves. C'est une œuvre et une femme vraiment remarquable, c'est exceptionnel. Merci beaucoup Marion pour ces choix plutôt portés du côté féminin. Tout à fait. Je te remercie. Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse découvrir les rencontres à venir. D'ici là, bonne lecture et au mois prochain.